Salam alaikum, Zulf Laoun, bonsoir. Une nouvelle ère s'ouvre pour la gestion des secteurs stratégiques en Algérie. Le chef de l'État, Al-Majid Tebboune, a donné son aval au décret présidentiel du 27 juin 2024, publié au journal officiel, qui ouvre la voie au détachement des officiers généraux et des officiers supérieurs vers des postes de haut niveau au sein de l'administration civile publique. Cette mesure inédite vise à renforcer la gestion des intérêts vitaux du pays, comme le souligne le décret. Les secteurs sensibles verront désormais des compétences militaires de haut rang contribuer à leur pilotage. Bien que le décret ne précise pas les secteurs concernés, il est généralement admis que les secteurs vitaux incluent les services de transport, les aéroports et les ports, l'électricité, l'eau, la production et la gestion des télécommunications, les approvisionnements en céréales et en denrées de première nécessité, la santé, certains services administratifs sensibles et les services d'urgence. Le détachement des militaires sera basé sur une demande adressée par l'administration civile concernée au ministre de la Défense nationale. Le peuple algérien sait que c'est le commandement militaire qui tient le pays tout entier. Les violations quotidiennes de la Constitution plombent et actent l'extinction de vie publique et citoyenne. La question qui s'impose, pourquoi ce décret présidentiel permettant aux officiers généraux et supérieurs de l'armée d'occuper des postes de haut niveau dans des secteurs stratégiques et sensibles de l'État? Est-ce qu'un pays comme l'Algérie, pays pivot, puissance régionale et force de frappe, manque de compétences civiles? Si c'est le cas, c'est un échec total au projet Algérie nouvelle. Est-ce que c'est une réponse au Hirak qui demandait un État civil et non militaire à moins de 2 mois d'une élection présidentielle jouée d'avance? On a tout déformé, ou plutôt on a tout fait pour militariser nos institutions et la société. Rappelons-nous les mesures prises pour contrer la fraude au baccalauréat, une cellule de veille et de suivi au niveau de chaque cours sous la présidence du procureur général. Cette cellule comprenait également en tant que membre le directeur de l'éducation, le chef de la sûreté de Wilaya, le commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale et le chef du service régional de la sécurité intérieure. Ces mesures qualifiées par les spécialistes de militarisation du bac. Même le bac, on n'arrive pas à le préparer et l'organiser dans de meilleures conditions sans l'implication de l'armée et des services de sécurité. Dans un pays comme l'Algérie, dont la marque de fabrique est l'opacité du pouvoir, sommes-nous arrivés à un processus de militarisation de l'État, de la force de frappe à l'adhésion aux BRICS, à la puissance régionale et aux meilleurs secteurs de santé en Afrique? La politique d'une Algérie virtuelle continue, ou plutôt, la déliquescence de l'État continue. Nous débattrons de toutes ces questions juste après cette petite intro. La militarisation de l'État algérien par décret présidentiel. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Dr Hassan Hiresh, économiste, analyste politique. Il est avec nous depuis Barcelone, Barcelone, donc l'Espagne, via Skype. Dr Hassan Hiresh, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sinassar, merci pour l'invitation. Je ne connais pas encore vos invités, je les salue chaleureusement, comme je salue votre équipe et tous les téléspectateurs. Merci beaucoup, Dr Hassan Hiresh. On a le plaisir aussi d'accueillir Djemal Ghessoum, président du parti du Rassemblement des Algériens de France. Il est avec nous aussi via Skype depuis Paris. Djemal Ghessoum, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Bonsoir Sina Saré, merci pour cette invitation. Le bonjour aux invités et au peuple algérien. Et je pense que cette émission va être des plus dynamiques. On espère si Jamel. Surtout que la finale se joue aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas une finale que nous jouons aussi. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans cette émission avec nous Omar Ait Mokhtar, qui est militant politique. Il sera avec nous aussi depuis Paris. Par téléphone. Omar Ait Mokhtar, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Nassar, merci pour l'invitation. Bonsoir à tes invités, aux spectateurs d'Al Maghribia et merci de nous avoir donné l'occasion de rencontrer Hassan Hirash, même sur le plateau d'Al Maghribia. Merci beaucoup, Omar Ait Mokhtar. On aura le plaisir aussi d'accueillir dans la deuxième partie de cette émission Ali Edjoudi, président de Riposte International, une ONG donc, qui défend les droits de l'homme. Il sera avec nous par téléphone. Ali Edjoudi. Je vais commencer donc dans le vif de cette émission. On va revenir sur ce décret qui a été signé par Al-Majid Tebboune. Avant de donner la parole à nos invités, on va écouter qu'est-ce que ce décret donc stipule, qui a été bien sûr publié dans le journal officiel. On regarde cette vidéo. Décret présidentiel numéro 24-218 du 27 juin 2024, fixant les conditions et les modalités de placement des personnels militaires de carrière et contractuels en position de détachement auprès des administrations civiles publiques. Donc, la nomination des militaires, si on peut dire, des postes stratégiques, comme donc on l'a vu dans cette vidéo et dans mon intro, c'est le sujet de notre émission pour ce soir. Qu'est-ce que cela veut dire pour notre société? Docteur Hassan Hirash, je vais commencer avec vous. Comment peut-on lire donc cette décision et ce décret donc, a été publié dans le journal officiel qui ouvre la porte, si on peut dire, pour la gestion des secteurs stratégiques en Algérie, aux militaires bien sûr, pour renforcer donc la gestion des intérêts vitaux du pays, comme l'a souligné le décret. Quelle est votre lecture par rapport donc à ce décret, Hassan Hirash? Ma première remarque, c'est que le décret a été signé le 27 juin, c'est-à-dire avant l'annonce d'Abdelmajid Tebboune comme candidat à la présidence de la République. Ça, c'est un premier point qui me semble quand même intéressant à souligner. Le deuxième point, c'est qu'il est étonnant que ce soit un décret pour un point aussi sensible, pour une décision aussi importante et historique, dans la mesure où il y a une Assemblée nationale. Donc, soit on n'a pas confiance dans l'Assemblée nationale, soit on ne veut pas qu'il y ait un débat, parce que normalement, ce genre de décisions doivent être débattues au sein de l'Assemblée nationale, censée représenter le peuple algérien. Donc, on nous apprend comme ça, du jour au lendemain, qu'il y a une décision capitale qui a été prise par un décret, par un président sortant, et donc dans le renouvellement du mandat n'est en principe pas du tout assuré. Donc on aurait pu attendre une prochaine mandature, qu'elle soit dirigée par Abdelmajid Tebboune lui-même ou par quelqu'un d'autre qui serait désigné à la tête de l'État. Donc il y a ces deux anomalies déjà. La troisième anomalie, c'est qu'on parle des secteurs stratégiques, mais on ne précise pas exactement lesquels. Et il y a un certain nombre de questions qui doivent être soulevées, qui sont légitimes, à savoir, est-ce qu'il s'agit donc de nommer ces officiers supérieurs, ces officiers généraux dans les secteurs civils parce qu'il n'y a pas de compétences dans le secteur civil, auquel cas, comme vous l'avez souligné dans votre éditorial, ce qui veut dire qu'il y a un échec effectivement, non seulement du mandat d'Abdelmajid Tebboune, mais aussi des précédents mandats de Bouteflika, ou bien inversement, c'est qu'il y a des compétences au niveau civil et qu'on veut faire profiter
des officiers de ces compétences-là dans le civil, et donc on les nomme dans ces secteurs pour qu'ils acquièrent un certain nombre de compétences à développer dans le secteur militaire. Donc là, on reste évidemment sans réponse. C'est uniquement des supputations, des hypothèses. Et il y a aussi des questions encore plus fondamentales à se poser, à savoir, est-ce que c'est un moyen de contrôle par l'armée des secteurs stratégiques civils? Est-ce que ce moyen de contrôle est dicté par une crise internationale dont on ne connaît pas exactement l'ampleur, notamment avec les pays qui sont souvent vilipendés par le président lui-même, à savoir notre voisin marocain, ses alliés Israël et les Émirats arabes unis. Est-ce qu'il y a des informations dont on ne dispose pas nous-mêmes et qu'il y aurait accélération des facteurs de crise? Et donc, il y aurait une jonction entre les secteurs militaires et les secteurs civils pour qu'il y ait une meilleure efficacité dans la réponse à donner à de possibles adversaires, voire ennemis. Et d'autres questions encore se posent, Sinassar. Est-ce qu'il n'y aurait pas aussi des conflits d'intérêts? Qui sont ces officiers? Est-ce qu'ils vivent uniquement de leur salaire? Est-ce que c'est des officiers affairistes? Est-ce qu'ils ont des entreprises au nom? Souvent, c'est leurs enfants, c'est leurs sœurs, c'est leurs épouses, c'est leurs neveux, leurs nièces, etc. Donc, est-ce qu'on a fait des enquêtes au préalable sur ces officiers qui seraient nommés aussi bien dans ces secteurs que dans d'autres d'ailleurs, hein? Très bien, donc, très bien. Et il y a Hassan Hirsch, est-ce qu'on peut dénoter aussi, je m'excuse Hassan Hirsch, je vous ai coupé la parole, est-ce qu'on peut dénoter aussi, puisque vous avez parlé de crise à l'échelle internationale, mais aussi des observateurs qui parlent d'une crise aussi au sein du régime. Est-ce que vous pensez qu'on est dans cette suite logique d'une lutte clanique, puisqu'auparavant, ces quelques dernières années, on a vu beaucoup de gradés, beaucoup d'officiers, beaucoup de militaires emprisonnés, suivis en justice. Il y a même ceux qui ont pris la fuite. Ils ont donc pris la fuite et quitté l'Algérie, dont le général Belqsir, qui était à la tête de la gendarmerie. Est-ce qu'on est aussi dans ce schéma Hassan Hirsch? C'est une excellente question parce que malheureusement, dans un système non démocratique, il va de soi qu'il y a une multiplicité de cercles de décision. Le pouvoir algérien, comme tout le monde le sait, je veux dire, c'est pas quelque chose que j'invente, c'est pas un scoop de ma part. Le pouvoir algérien est un pouvoir multicéphale et donc il y a forcément des luttes d'influence, des luttes entre les différents cercles du pouvoir, lesquels cercles du pouvoir, évidemment, ont aussi des alliés différents d'un point de vue national. Chacun a son lot de procureurs, de juges, de wali, etc. Et au niveau international, chacun est adossé à une puissance étrangère. On sait très bien que les cercles de pouvoir, soit avec les Russes, soit avec les Chinois, soit avec l'Europe, soit avec les Turcs, soit avec l'Arabie Saoudite, une grande puissance qui compte dans l'échiquier politique d'abord méditerranéen, mais aussi au niveau mondial. Donc, il y a un certain nombre de questions qui sont sans réponse parce que malheureusement, il n'y a pas comment dire, il y a une opacité. Et il n'y a pas malheureusement une politique de transparence au niveau institutionnel. Et on sait très bien que les institutions ne fonctionnent pas dans la mesure où
ceux qui sont à la tête des institutions ne sont pas forcément les décideurs à l'intérieur de ces mêmes institutions. On connaît le manque de pouvoir des ministres, de Wali, etc. Donc, derrière ces femmes et ces hommes qui sont mis en avant, malheureusement, il y a toujours des forces derrière qui, évidemment, représentent un certain nombre de cercles de pouvoir. De la même façon, Sinassar, on peut revenir là-dessus, l'architecture elle-même institutionnelle de l'Algérie est totalement schizophrénique. J'ai eu l'occasion de le dire une fois ou deux sur votre plateau, à savoir qu'il y a élection au niveau municipal, mais que le véritable pouvoir local, c'est le chef de Daïra, qu'il y a des élections au niveau des wilayas, des APW, mais que le véritable pouvoir, c'est le Wali. Il y a une élection au niveau de l'Assemblée nationale, mais le véritable pouvoir, c'est l'exécutif. Il y a un certain nombre d'exécutants qui sont nommés à des postes ministériels, mais derrière eux, il y a d'autres décideurs. Ainsi de suite, on peut multiplier les échelons de cette manière-là. Donc le problème qui se pose, c'est comment sortir de l'ensemble de cette schizophrénie institutionnelle pour qu'il y ait transparence et pour que les décideurs aient un véritable pouvoir, aussi bien politique qu'un pouvoir de signature. Très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. Jamal Kssoum, Hassan Hirish a soulevé des questions pertinentes par rapport donc à ce décret. Il a parlé aussi de l'opacité. Il y a un manque de transparence. Cette précipitation de ce décret présidentiel donc, qui n'est pas passé par l'Assemblée nationale pose beaucoup de questions. Et est-ce que l'Algérie a besoin de nommer des officiers, des militaires pour des postes civils, si on peut dire, Jamal Kssoum? Alors, comme vous savez, pour introduire mon débat, je précise que je suis né en France il y a 57 ans, et donc de ce qu'on appelle la démocratie. Mais la démocratie dans un pays sur lequel on peut appliquer ses principes. Moi, ma position, elle est tout à fait claire, je l'ai dit à plusieurs reprises sur le plateau. Daoula Askaria ou Machemedania, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair, et je vais expliquer pourquoi. Monsieur Hirsch a évoqué 2 ou 3 points qui me semblent tout à fait essentiels et intéressants à développer. Et c'est par ce prisme que je vais expliquer quel est le sens de ma position. Monsieur Hirsch a très justement souligné que le décret a été signé le 27 juin et il a émis l'hypothèse, mais pourquoi n'aurait-il pas attendu une seconde mandature? Mais je veux dire que le président de la République est président jusqu'à la dernière minute. Et donc le 27 janvier, il était président de la République. M. Hirsch aussi a soulevé un point aussi qui est très très intéressant lorsqu'il a évoqué le possible lien entre ceux qui vont être nommés à la tête d'institutions civiles et qui pourraient y trouver un intérêt par leur nièce, ce sont les mots exacts, et la famille. Je veux dire que quand on entend ici et là et un peu partout que les généraux tiennent le pays, je ne vois pas en quoi faire ce décret pourrait les avancer plus qu'avant, si c'est vraiment eux qui tiennent le pouvoir et toutes les positions stratégiques. Ma position, elle est État militaire et non civil, car nous ne sommes pas prêts en Algérie. Et je pense que beaucoup partageront cette opinion, à calquer le modèle démocratique tel qu'on peut l'entendre, parce que moi je ne l'ai pas découvert en sortant de l'Algérie il y a 20 ou à l'âge de 20 ou 30 ans. Oui, mais c'est Jamal. Quand vous dites Daoula Askaria Machemedania, c'est votre avis et on le respecte, mais la question qui se pose aussi les Algériens, on parle de postes de civils, ça veut dire on n'a pas de cadre, on n'a pas de compétences pour ramener des militaires, des hauts gradés pour avoir les responsabilités de ces secteurs. C'est une faillite par rapport à notre pays. Si on a besoin seulement de militaires, les Algériens, un pays comme l'Algérie, un pays continent, et on n'arrête pas donc à rappeler les Algériens. Souvent, on parle de cette force de frappe Quwa Dhariba, et on n'a pas de civils, on n'a pas de compétents qui peuvent être à la tête de secteurs sensibles. On n'a que des militaires
qui sont à la hauteur. Et ça, c'est, pour beaucoup d'Algériens, pose un problème, Jamal Ghessoum. Alors, votre propos liminaire, que rejoint M. Hirsch, puisqu'il l'a soulevé, et de manière tout à fait légitime, c'est que ce serait effectivement un échec. Oui, il y a un échec flagrant depuis des décennies où donc, c'est-à-dire que les compétences humaines civiles pour diriger les grandes institutions stratégiques, elles existent. Le problème qui est, de mon point de vue, tout à fait majeur, c'est qu'à chaque fois, et là c'est un problème de gouvernance, et le président de la République est aussi responsable de cela, de ne pas avoir nommé ce qu'il fallait aux institutions où il fallait. Donc là, de ce point de vue, je rejoins M. Hirsch, je vous rejoins Sina, c'est effectivement un échec. Aujourd'hui, la seule institution, et c'est la raison pour laquelle je dis Daoula Askari ou Machi Madaniya, c'est que la seule institution qui est, je dirais, professionnelle, avec un état d'esprit, on retrouve ça d'ailleurs chez les gendarmes français, j'ai fait une longue étude à ce sujet, c'est qu'ils sont assez carrés et assez pragmatiques. Et donc je pense que l'Algérie n'a pas besoin de personnes civiles qui ensuite entrent dans un moule où ils sont corrompus, où ils dégagent. Et donc, moi, je trouve... Mais c'est grave ce que vous êtes en train de dire, Jamal Ghessoum, surtout que vous l'avez rappelé au début de votre intervention, que vous êtes né en France, et que on connaît donc ce pays, quoique il y a aussi des insuffisances ou c'est un pays aussi qui a des manquements. Donc le problème, ça veut dire l'Algérie pour vous est devenue une caserne. Il faut qu'on soit tous comme des militaires, sinon on est à côté de la plaque. Oui, mais quand on parle de corruption, quand on parle d'incompétence, quand on parle de corruption, on inclut aussi les militaires, puis dizaines de militaires qui sont en prison, qui sont suivis donc pour des dossiers de corruption. Il y a des militaires aussi qui étaient haut gradés, ils sont en fuite. Comment expliquer ça, Jamal Ghessoum? Alors, j'explique ça par un simple fait, c'est qu'il y a une déliquescence telle, notamment depuis 2014, je crois que c'était le quatrième mandat de Abdelaziz Bouteflika, rahimahullah, parce que nous sommes musulmans, il y a eu une telle déliquescence. Et vous avez évoqué le cas de M. Belakcir qui est parti, qui a un passeport du Vanuatu qu'il a acheté 130 000 €. Et il y a eu une telle déliquescence et une telle cassure des services de sécurité mise en scène par Saïd Bouteflika, il y a eu une telle mise en scène que ceux qui étaient nommés à la tête des services et de l'armée n'étaient là que pour prendre de l'argent. Quand les choses ont commencé un petit peu à rentrer dans l'ordre, évidemment que eux, avec toute la corruption qu'ils ont eue, ils ont eu deux choix, soit rentrer en prison, soit s'enfuir. Ce que je veux dire par là, c'est que tout n'est pas beau et rose au sein de l'armée à partir du moment où les services de sécurité ne sont pas correctement gérés. Depuis l'abolition ou la cassure du DRS, ça a été absolument tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, le général Belakcir, dont l'épouse était juge à Tipaza, et j'ai eu affaire indirectement avec elle, et j'ai pu constater ce qu'elle faisait. Et donc, il y a une responsabilité d'État du temps de Bouteflika, après la mise en scène de son frère, qui a cassé complètement les services de sécurité et qui a mis à la tête des maçons, des manœuvres. Je veux dire que n'importe qui pouvait être directeur de tel ou tel service. Et donc, ce sont ces gens particulièrement qui s'en sont mis plein les poches. Et quand le Hirak a eu lieu, et là c'était vraiment le Hirak, eh ben, on a vu toutes ces personnes qui allaient ou soit en prison parce qu'elles avaient pris des millions de dollars, ou prenaient la fuite. C'est le cas que vous avez précisé. Donc, tout n'est pas beau, tout n'est pas rose au sein d'aucune institution. Mais s'il n'y a qu'une seule institution qui fonctionne, Jaish. Et nous ne sommes pas prêts en Algérie. Je vous le dis, ça fait 55 ans, je connais les États-Unis, je connais l'Angleterre, je connais toutes les grandes démocraties. Et ça c'est grave. C'est grave ce que vous êtes en train de dire, Jamal Ghessoum, pour vous dire qu'il n'y a que l'institution de l'armée qui fonctionne en Algérie. C'est un échec total de notre pays. Omar Ait Mokhtar, je vais vous donner la parole si vous voulez bien sûr réagir par rapport à ce qu'a dit Jamal Ghessoum. Bien sûr, il a commencé donc son intervention à dire Daoula Askariya Machi Madaniya, un État militaire et pas donc un État civil, contrairement donc au Hirak qui disait Daoula Madaniya Machi Askariya.
Quelle est votre réaction par rapport à notre thème de ce soir, mais aussi ce que vous avez entendu de la bouche de Jamal Ghessou? Ce qui fait mal, c'est ce décret présidentiel sans aucun débat, qui ne sert absolument à rien, parce que depuis l'été 62, Doula Askaria, c'est les militaires qui nomment les présidents, qui sont à la tête de toutes les entreprises, enfin derrière, il y a la façade. Mais le problème qui se pose, c'est que moi, à la tête des grandes entreprises et des hautes fonctions de l'État, il faut des compétences, qu'elles soient civiles ou militaires, voilà. Et puis, aujourd'hui, on est en train de dire que le civil est suspect. On met les militaires parce que ils sont suspects. Donc, il y a la corruption et tout ça. Sinon, la corruption, elle est dirigée par les militaires eux-mêmes. Chaque secteur, évidemment, il n'y a aucun marché international qui est passé entre l'Algérie et un pays autre que sans l'avis des militaires. C'est eux-mêmes qui le font. Aujourd'hui, qui est corrompu? Il n'y a pas un secteur où il n'y a pas un général derrière. Les médicaments, le whisky, la bière, l'importation de telle matière, des matières premières. Il y a toujours l'avis des militaires. On ne peut rien faire sans eux. Donc, s'il y a corruption, c'est les militaires qui sont corrompus. C'est parce que nous sommes Doula Askaria, justement. Donc, ce décret ne sert absolument à rien. Ça sert à humilier les cadres déjà de la nation, parce qu'il y a des cadres en Algérie qui sont persécutés, qui ne peuvent prendre aucune décision. Et quand ils ont la responsabilité d'une institution ou d'une entreprise, on les entoure de médiocres, justement. Et ils ont peur de prendre des décisions. C'est pour ça que le pays n'avance pas. Nous sommes en train de retarder l'Algérie avec des décisions comme ça. Voilà. Sinon, on a exclu aussi. Vous savez, les élections législatives françaises, dernièrement, on a regardé le programme du Front National, enfin du RN, on disait que voilà, ils vont exclure les binationaux des postes de responsabilité. Mais l'Algérie l'a fait dans la Constitution, déjà, on exclut les binationaux des hautes fonctions de l'État. Donc c'est un État sectaire, déjà. Et puis, quand on dit à un cadre qui est civil, donc quelqu'un de compétent, vous ne pouvez pas occuper tel poste, c'est-à-dire il est suspect. Donc nous sommes un peuple suspect. Il faut rentrer dans l'institution militaire pour être blanchi. Ce n'est pas normal, c'est en fonction... ça fonctionne, je ne sais pas, c'est un truc archaïque, méchant, donc on accuse déjà, on est suspect. De loin déjà, c'est tu es civil, tu ne peux pas occuper les postes de responsabilité. Ça veut dire mais Omar El Mokhtar, il y a ceux qui aussi expliquent que ce décret n'est pas venu comme ça, parce qu'il y a, comme ça a été donc mentionné par Dr Hassan Hirish, qui dit qu'il y a aussi une situation internationale qui est inquiétante. Qui n'est pas facile et que l'Algérie doit gérer avec une... Il y a qu'un pays en guerre où c'est le militaire qui prend les commandes dans tous les secteurs. Donc nous sommes un pays en guerre et un pays instable, ça on le sait. Voilà, donc un décret présidentiel, il répond peut-être au slogan du Hirak de Oulama Dania Machi Askaria. Par contre, moi je serais d'accord qu'on élimine toutes les élections. Ça serait des militaires qui vont prendre les postes électifs, maires, je ne sais pas, députés, tout ça. Je veux bien que ce soit des militaires eux-mêmes, parce que c'est eux qui gèrent le pays derrière. Là, on va leur dire, du moment que vous gérez dans l'ombre, derrière le rideau, alors venez devant la scène, comme ça vous êtes responsable de la réussite ou de l'échec du pays. On ne se cache pas derrière un civil. Comme les élections présidentielles. Depuis l'été 62, c'est l'armée qui met le président de la République. C'est des coups d'État de Bembella. Et puis le fameux coup d'État de Boumediene en 65, il l'a appelé même Tashih Thawra. Il a corrigé la révolution. Zaïm Boumedi, Zaïm Thawra, alors qu'il n'a pas fait la révolution. Donc c'est flagrant. Chadli, c'est un militaire, c'était qu'il aura amené Zerouel. En plus de ça, même si c'est des militaires, aucun président n'a terminé son mandat tranquillement. Soit on le tue, soit on le fait démissionner. Mais Omar El Mokhtar, des militaires qui ont géré ce pays. Omar El Mokhtar, Tebboune, dans une interview, est revenu donc sur ce slogan de Daoula Madania Machi Askaria. Et pour lui, on est en train de viser l'armée et la stabilité de l'Algérie. On va l'écouter dans cette petite vidéo et je reviens à vous juste après. صراحة السياسيين شوف سموتي هذا الشعار ما تغيرش منذ 15 سنة من اللي بداو لي ستاج نتاعهم في دول افريقيا
في دول أوروبية، في دول يدوهم ويلموهم كيفاش تكسر النظام من داخلها. هم الشعارات مدنية مش عسكرية، كذا وكذا وكذا، ما تغيرش. اليوم نظام رانا نقولوا النظام الجزائري واضح. Voilà, donc pour Tebboune, c'est un slogan pour déstabiliser l'armée, pour déstabiliser l'Algérie, qui vise donc notre pays et sa stabilité. Omar El Mokhtar. Devoir de chaque Algérien de protéger l'armée. Mais celui qui l'expose justement au danger et puis aux critiques, c'est Tebboune. Je ne vois pas pourquoi Tebboune se promène à chaque fois avec Chengriha. Chengriha, c'est l'armée, c'est la muette, c'est la surveillance du territoire, oui. Mais on doit les respecter absolument. Mais quand on les expose, quand on expose les militaires, on leur fait faire de la politique, ben on est obligé de commenter, de les critiquer évidemment, parce que ça va très mal. La prochaine élection, vous croyez que c'est le seul pays au monde? C'est une mascarade. On sait qui c'est qui va être président. En plus, c'est la même un programme qui va venir en France, par exemple. On se moque du peuple. Pourquoi voter alors on le plébiscite, on l'installe à Al-Mouradia jusqu'à ce qu'il n'en a plus envie. C'est les militaires qui sont responsables. Est-ce qu'il y a une élection en Algérie le 7 septembre prochain? Pourquoi on a rétréci le mandat de Tebboune? Tebboune, donc c'est lui le prochain président. Pourquoi faire cette élection? Pourquoi dépenser de l'argent? Pourquoi mettre des lièvres? Il n'y a aucun débat. Voilà le problème. Justement, il aurait proposé de faire ce décret, il aurait proposé dans son programme présidentiel, il aurait discuté pendant la campagne électorale. Peut-être on accepte, mais quand il y a une élection présidentielle, et donc il y a une campagne électorale, il l'aurait proposé dans son programme, il passera, voilà, ok. Mais là, c'est vraiment du n'importe quoi, c'est une insulte à l'adresse du peuple, ce n'est pas normal, on n'est pas dans un pays normal, ça c'est l'instabilité, donc on comprend très bien que ça va très mal. Très très bien, restez avec nous Omar El Mokhtar. On va revenir à Dr Hassan Hiresh. D'abord on va écouter donc le slogan qui a été scandé pendant le Hirak, Dawla Madaniya Mashi Askari. Donc ça, c'était pendant le Hirak, mais aussi Ahmed Tebboune a parlé qu'un État fort ne peut être fort qu'avec son armée et son économie. On l'écoute. اليوم لازم نصون الاستقلال تاعنا. الاستقلال سبق لي قلتها نصونوه بأمرين، جيش قوي واقتصاد قوي. قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية والجهة الفلانية. ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. إذن نقوي الجيش، وتقوية الجيش ماهيش باش نسيطر على منطقة ولا نسيطر على جيران ولا لا، باش الجيل الحالي يعيش حر مستقبله بين يديه. اليوم Donc Tebboune, Dr Hassan Hiresh, pour Ahmed Tebboune, la force d'un État où un État ne peut être fort que par son armée et son économie. Et pour l'Algérie, donc l'armée est cette pierre angulaire, si on peut dire, de notre système ou de notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hiresh? Ce que je pense, c'est que l'Union soviétique avait la première armée mondiale et elle avait une économie qui était assez forte pendant des décennies et que ce secteur fort n'a pas empêché son effondrement parce que tout simplement le peuple soviétique était marginalisé, était mis à l'écart. Quand on observe aujourd'hui nos voisins égyptiens, il y a une armée forte, c'est la première d'Afrique. Il y a une économie beaucoup plus performante que la nôtre et malheureusement, l'Égypte est un pays en déliquescence et ne représente aucune force réelle
aussi bien au niveau régional qu'au niveau international. Ceci dit, une armée forte, ça ne veut pas dire une armée omniprésente. Ça ne veut pas dire une armée présente dans le politique, dans l'économique, dans les secteurs civils, ainsi de suite. Une armée forte, c'est une armée qui s'occupe véritablement de ses effectifs et qui développe un secteur industriel, un secteur informatique, la cybersécurité, la formation, etc. Quand j'entends Abdelmadjid Tebboune dire que seule l'économie forte et l'armée forte peuvent conduire un pays à être un pays important, un pays fort, il oublie l'éducation. Parce que sans une véritable éducation, l'armée n'existe pas, l'économie n'existe pas. Or, aujourd'hui, l'école élémentaire jusqu'à l'université, il y a une véritable dégradation des niveaux, des programmes, etc. Quand un étudiant algérien, aussi brillant soit-il, vient dans une université occidentale, il est rétrogradé systématiquement de 2 ou 3 ans. Donc, ce qui montre effectivement que le niveau de nos ingénieurs, de nos docteurs, etc., ne sont absolument pas en norme des universités performantes mondiales. Donc, c'est des annonces comme ça, propagandistes, de la flagornerie par rapport à l'armée, parce que c'était une institution puissante, et la flagornerie ne sert même pas l'armée. Comme j'entends par exemple notre ami Jamal Bissoum, qui dit Dawla Askariya Machi Madaniya, alors qu'il a créé un parti politique civil. Alors il y a quelque chose de pas congruent dans cette démarche-là. Il appelle au rassemblement des Algériens en France, mais tout en leur cachant que finalement, il le fait dans l'intérêt de l'armée pour les conduire à être soumis à un ordre militaire. Donc il faut qu'il s'affiche au niveau des immigrés pour dire voilà, moi je ne cherche pas à rassembler les Algériens en France, je cherche à rallier les Algériens de France à l'ANP. Donc au moins son message sera clair, il sera congruent. Ceux qui voudront l'applaudir, l'applaudiront. Ceux qui voudront le critiquer, le critiqueront. Mais en tout cas, ça sera évidemment il y va de son honnêteté. Maintenant, quand on dit Dawla Askariya Machi Madaniya, l'armée elle-même, les officiers eux-mêmes supérieurs ne disent pas ça. Ils ne veulent pas de ça. Et ça va à l'encontre aussi bien du congrès de la Soumam, qui avait inscrit en lettres d'or la primauté du civil sur le militaire, les constitutions algériennes successives qui n'inscrivent pas la primauté du militaire sur le civil, et enfin, vous l'avez rappelé dans la dernière vidéo, le peuple algérien par millions sorti, criait Dawla Madaniya Machi Askariya, non pas pour déstabiliser l'armée, non pas pour affaiblir le pays, mais au contraire pour préserver l'armée des enjeux politiciens et la consacrer uniquement aussi bien à la défense du territoire que à l'autonomie de notre défense, c'est-à-dire tout simplement à envisager un secteur militaire fort, industriel, informatique, éducatif, etc., qui permettent à l'armée algérienne, effectivement, d'être parmi les plus performantes dans un échiquier mondial menaçant. Et j'insiste là-dessus, je suis d'accord par contre là-dessus avec le président Tebboune qui dit qu'il y a une menace des Émirats arabes unis, d'Israël et du Maroc qui, effectivement, fomentent comme ils peuvent des coups contre l'Algérie, soit par le biais des pays du Sahel, soit par le biais des entreprises internationales, soit par d'autres biais que chacun sait. Ouyahia lui-même a avoué devant le tribunal, devant le juge, qu'il avait reçu 60 lingots d'or. Et si Ouyahia avait reçu 60 lingots d'or pour être corrompu par ces puissances-là, il va de soi qu'il y a d'autres ministres, qu'il y a d'autres walis, qu'il y a d'autres juges, qu'il y a d'autres procureurs, qu'il y a d'autres officiers, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs dans votre éditorial. Malheureusement,
Personne n'est à l'abri, ni les civils, ni les militaires. Et donc, ce qu'il faut travailler, c'est justement qu'il y ait une Algérie débarrassée de la corruption, une Algérie qui soit de plus en plus démocratique, qu'on sorte justement de la schizophrénie institutionnelle, et comme le dit Omar Ait Mokhtar, que les vrais responsables soient tout simplement sur l'avant-scène, qu'on sache exactement qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Il y va de l'intérêt et de l'armée et du secteur civil et de l'Algérie tout entière. Très bien, restez avec nous. Hassan Hirish, Jamal Gsoum, je vous donne la parole. Je pense que vous avez entendu Hassan Hirish vous répondre aussi. Peut-être si vous voulez rebondir. Tfadal si Jamal, la question qui se pose, bien sûr, pourquoi les pays sont en train d'avancer par le savoir, par l'éducation. Ça a été rappelé par Hassan Hirish, par le classement de leurs universités à l'échelle mondiale. Ils ne sont pas en train d'avancer seulement par la force de leur armée. Correct et respectueux, donc c'est à ce niveau que je vais lui répondre. Lorsque, M. Hirsch, vous dites que j'avance caché sur mes opinions par rapport à l'armée, j'ai simplement envie de vous poser la question, M. Hirsch, est-ce que là, nous sommes non, je le dis de manière très claire. Donc je ne me cache pas sur mes... Je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Je répète. Est-ce que nous sommes dans un café? C'est ce que vous êtes en train de dire. Si vous pouvez le dire en français, c'est Jam. Je redis tout. Vous pouvez estimer que vous êtes dans un café vous-même, oui. Attendez. Monsieur Hirsch dit, et vous l'avez entendu, que j'avancerai caché par rapport aux Algériens de France, par rapport à mon option militaire. C'est ce qu'il a dit. J'avancerai caché. À votre parti politique. Et je dis à monsieur Hirsch, est-ce que là, puisque j'avancerai mes opinions de manière cachée, est-ce que là, nous sommes dans un café entre nous et je cacherai mes opinions? C'est à la télévision que je m'adresse, donc je ne me cache pas, M. Hirsch. Donc, il faut bien si vous cachez, je vous parle de votre parti politique. Non, mais peu importe. Je vous parle de votre parti politique. M. Hirsch, peu importe, M. Hirsch. J'ai un parti politique qui est le Rassemblement des Algériens de France. Et vous dites clairement... Et je vous appelez-le militaire, appelez-le. Appelez parti politique qui appelle aux Algériens de France. Est-ce que je suis en train de me cacher, comme vous dites? Je suis en train de me cacher. Oui. De la manière la plus claire et la plus nette qui soit. Ensuite, sur le deuxième point, là où vous avez raison, c'est sur la question de l'éducation. Elle m'importe puisque ça fait 38 ans, presque 40 ans, que je suis dans l'éducatif. Et c'est mon cœur de métier que l'éducatif. Et là, effectivement, nous avons... Ça ne se voit pas beaucoup. Et oui, et pourtant, monsieur, il suffit de vous renseigner. Dans les années 80, je ne suis pas né en Algérie, hein, mais dans les années 80, lorsque j'allais en Algérie, les élèves avaient un respect immense pour les professeurs. Il y avait un véritable niveau. Et depuis, il y a une déliquescence où l'école algérienne est partie dans tous les sens. C'est du stupéfiant et autres, etc. Donc, il y a un problème majeur d'éducation. Oui, monsieur, ça fait 38 ans que je fais ce métier de travailleur social, d'éducateur spécialisé. Ça fait 38 ans que je le fais. Donc, je sais de quoi je parle en matière d'éducation. Et là, je vous rejoins. Sur cette question-là, je vous rejoins. Donc, vous avez reconnu vous-même, et c'est là où je vous respecte, monsieur. Mais ce n'est pas une question Ma'lish, si Jamal, ce n'est pas une question de problème de secteur de l'éducation. On peut discuter par rapport à ce secteur. Le problème qui se pose, c'est le système politique en Algérie. Quand on voit le militaire donc, qui s'immisce dans la question politique, et même qui est donc ce décret qui annonce la désignation des gradés militaires à la tête des secteurs stratégique, les Algériens se posent la question, est-ce qu'il y a des compétences dans ce pays? Est-ce que les compétences sont seulement dans l'armée? Je vais vous donner un exemple, Sinassa. J'ai mon cousin, et il est assez connu pour cela, qui est Belghaz Mahar. D'accord? C'est un éminent scientifique qui est en Californie, aux États-Unis. Est-ce que vous savez, par exemple, que le Haut Conseil scientifique algérien ne permet pas à ses ressortissants qui vivent à l'étranger, pas simplement d'une autre nationalité, mais qui vivent à l'étranger, de ne pas siéger au conseil scientifique. La question de la gouvernance,
elle s'impose de fait, puisque le président de la République est responsable d'avoir nommé d'absolus incapables. Et pour répondre à votre question, mais l'Algérie regorge de cadres de très très haut niveau. Et c'est aussi un problème de gouvernance. Le président de la République ne pourra pas effacer cette difficulté ou cette insouciance par rapport aux gens qu'il nomme, parce qu'il est responsable en se cachant derrière la compétence des militaires. Ça, je veux bien vous la... C'est clair. Très bien. Restez avec nous, Jamal Ghessoum. On a été rejoint par Ali Djoudi, président de Riposte International, une ONG donc, qui défend les droits de l'homme. Ali Djoudi, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azoul Filakadali. Bonsoir Azoula Filassar, bonsoir à mon ami Hassan Hiresh et aux téléspectateurs. Merci beaucoup, Ali Djoudi. Ali Djoudi, comment peut-on lire donc ce décret qui ouvre la porte, si on peut dire, aux gradés militaires à des responsabilités civiles dans des secteurs stratégiques, on est en train de dire. Qu'est-ce que vous en pensez, puisque depuis 2019, votre organisation aussi, elle combat les abus en termes de droits de l'homme en Algérie. Est-ce qu'on est arrivé à une autre étape, si on peut dire, cette militarisation de l'État algérien? Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord, merci. Tout d'abord aussi, je passe bonjour à Omar Kokhtar. Alors, tout d'abord, on ne peut pas reprocher, pour une fois, le pouvoir joue la transparence, on va la lui reprocher encore. Pour une fois, le pouvoir a joué transparence, a décidé de décréter l'état militaire, tout simplement. Auparavant, en tout cas, pour tout le peuple algérien et pour le monde entier, est tout courant que le pouvoir en Algérie est entre les mains de l'armée, au moins, ou de la police politique. Aïd Hamed, à son âme, a dit que les pouvoirs sont en dehors des institutions. Et ça sous-entend que c'est entre les mains de la police politique. Donc, au lieu d'écouter les 4 années du soulèvement populaire du Hirak, ou du 30 années depuis l'arrêt du processus électoral à ce jour, ou plutôt depuis 1963, l'insurrection du FFS et tous le personnel politique de Bourriya, Fakri, Belkacem, Ben Arban, c'est d'instaurer un État démocratique. Et un État démocratique, ça sous-entend que c'est un État civil. Eh bien, le pouvoir a tué tous ses adversaires. Donc, la liquidation physique est une culture de ce pouvoir, de liquider, d'assassiner toute personne qui ne s'incline pas, qui ne rentre pas dans le jeu du pouvoir ou qui n'accepte pas de vendre son silence. Parce que le pouvoir, soit il assassine, soit il achète le silence avec l'argent du pétrole. Donc j'estime que le pouvoir qui a donné une appellation, Al-Hirak Al-Mubarak, il a dit, voilà, c'est vrai, c'est Al-Hirak Al-Mubarak par rapport au pouvoir. Al-Hirak Al-Mubarak qui lui a donné tous les pouvoirs au point de décréter donc l'État militaire. D'abord, c'est une insulte à cette intelligence algérienne. C'est une insulte à ces compétences qui ont émergé, qui ont fait leurs études dans les universités d'Algérie depuis 1970 à ce jour. Donc, c'est des cadres qui sont humiliés. Il faut se rappeler ce que Ouihia a fait. Il a jeté en prison plus de 3000 cadres. Il a déterminé des vies, il a déterminé des compétences, il a déterminé des sociétés, il a vendu des sociétés à un dinar symbolique pour installer sa mafia, ses préférés. Et aussi, il faut dire que là au moins, nous savons que l'État a
déclaré officiellement que les militaires peuvent accéder au pouvoir. C'est tout à fait le contraire de la Constitution du 9 février 1989. Après les événements d'octobre 88, les militaires se sont retirés du comité central du FLN. À l'époque, à leur tête, c'était Hashmi Jars. Eh bien, malheureusement, après l'assassinat, ou plutôt la mort d'un quart de million d'Algériens, après telle souffrance, après tout ce qui s'est passé, finalement, on revient à l'avant 88 et les militaires s'installent et s'accaparent le pouvoir et dans la légalité la plus totale, et même contre leur propre constitution qui a été mal élue, qui n'a pas qui a été rejetée par le pouvoir. Mais tout de même, c'est une constitution du fait accompli. Eh bien, l'institution, la constitution qui prêche l'état civil, qui prêche le jeu des institutions, le rôle des militaires, et finalement, aujourd'hui, les militaires, leur rôle, c'est pas seulement la protection des frontières, mais plutôt la gestion quotidienne de l'Algérie. Et donc, dorénavant, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit, pour une fois, je suis d'accord avec Abdel Mokhtar. Il dit, je suis prêt parce qu'il nomme des militaires dans les mairies, comme ça, nous saurons que le temps nous a donné mais Ali Djoudi, raison. Ali Djoudi, ce qui justifie, si on peut dire, cette décision, ce décret, ils disent qu'il faut lutter contre la corruption, c'est des secteurs stratégiques, et qu'aussi il y a des risques qui sont en train d'être soulevés aux alentours de notre pays, juste proche de nos frontières. Il y a ceux qui avancent cet argument. Allez, Jody. Oui, justement, c'est l'inverse. Dans les pays démocratiques, aux États-Unis, en France, en Allemagne, il y a des civils qui travaillent dans le secteur militaire, des compétences. Et malheureusement, c'est l'inverse qui se passe en Algérie. Juste pour rappeler qu'il y a plus de 300 officiers militaires, c'est pas le Hirak qui les a jetés en prison. C'est entre eux, c'est la justice militaire qui a accusé plus de 300 officiers qui sont dans les prisons pour détournement. Eh bien, comment que ça se fait que ce corps qui ne cesse de s'emporter depuis des années, et il devient, s'il est plus propre, non seulement le général le Maqbour Gaïd Saleh, il a vendu l'Algérie aux Émirats arabes unis. Il a légitimé la dilapidation des richesses de l'Algérie. À ce jour, l'unique pays au monde où on ne connaît pas le budget octroyé au secteur militaire, c'est l'Algérie. Pour une simple raison, c'est pour avoir la même mise sur les richesses algériennes, et le budget de l'armée ne cesse d'augmenter, d'être revisé à la hausse, eh bien, sans aucun compte, sans aucune transparence, sans rendre compte au Parlement, et le Parlement qui est mal élu, plutôt pour dire un Parlement désigné, n'a aucun regard sur cette gestion. Donc, j'estime que, au lieu de se cacher derrière la façade civile, moi je retiendrai ce que Hossein Ahmed a dit le jour de sa rencontre avec Chadli, juste après son entrée en Algérie. Et alors le journaliste lui pose la question, alors monsieur Hossein Ahmed, qu'est-ce que vous avez échangé avec? J'ai demandé la dissolution de la police politique. C'était même une des revendications de Louis Zahnoun quand il était une variée Louis Zahnoun, pas une Louisette de Tofir. Malheureusement, c'était en 89. C'était en 89. 35 ans après,
La police politique est plus forte qu'avant. L'armée s'est accaparée de nouveau. Vous savez la différence auparavant. Avant 88, il y avait donc la présidence d'un côté et la police politique d'un côté. L'armée d'un côté, par accord. Donc, la police politique qui nomme un représentant de la police politique dans toutes les institutions de l'État, dans les sociétés. Et il y a le responsable du secteur militaire qui est nommé par l'armée. Il y a le préfet qui est nommé par le président. Donc, c'est pour partager le gâteau entre la police politique, l'armée et la présidence de la République. Octobre 88 a tout chamboulé. Eh bien, le mérite de Tebboune pour avoir le quitus des militaires, pour briguer un deuxième mandat, il a cédé à leur caprice parce qu'il n'a aucune légitimité, ni assise sociale, ni politique. Il n'a jamais été un jour en politique. Il n'a jamais eu un projet politique durant toute sa vie. Et l'ironie du sort a fait qu'il se retrouve président de l'État. Eh bien, donc, il a fait toutes les concessions pour briguer un deuxième mandat. Et l'armée, c'est tout à fait normal qu'il va soutenir. Elle ne trouvera jamais un président digne qui va céder des prérogatives du président de la République élu démocratiquement, parce qu'ils ne connaissent pas c'est quoi être élu démocratiquement, et donner ses prérogatives à l'institution militaire officiellement. Donc on a légitimé la présence des militaires dans toutes les institutions de l'État. Et qu'est-ce que... allez, Djoudi, très rapidement, parce que je dois peut-être vous libérer aussi, mais donner la parole aux autres invités. Très rapidement, puisque vous êtes à la tête de cette organisation qui défend les droits de l'homme, qu'est-ce que cela veut dire et quel impact donc sur la question des droits de l'homme, surtout depuis 2019, on a vu donc cette politique sécuritaire, si on peut dire, mais aussi des centaines de militants politiques ou militants des droits de l'homme qui ont été emprisonnés. Très rapidement, qu'est-ce que cela veut dire pour vous? Donc, vous venez de dire la légitimation, si on peut dire, de l'armée dans les postes civils. Ben, écoutez, dans l'histoire de notre pays, la période la plus sombre, la plus noire de l'histoire de l'Algérie indépendante, entre parenthèses, c'est la période de Tebboune. Il y a eu arrestation depuis 12 décembre 2019 à ce jour, plus de 11 000 Algériens qui ont été arrêtés. C'est plus que le nombre d'arrestations, le nombre d'arrêtés durant les 10 présidents qui sont succédés sur le pouvoir en Algérie depuis 1960, depuis Ben Bella jusqu'à Bouteflika. Il a battu tous les records. C'est des arrestations massives, c'est des détentions arbitraires qui sont pratiquement des peines administratives. On jette en prison des hommes et des femmes, on brise des vies, on brise des familles, pour que on se rend compte que le dossier est vide et donc l'accusé ou le prisonnier est innocenté. Je tiens juste à signaler qu'en ce moment, depuis plus de 3 mois, Bijaya est sous embargo. Il subit une répression massive, on dirait qu'il est sous occupation. Toute l'élite, tous les militants, tous les opposants, ils sont en prison ou sinon ils sont sous le contrôle judiciaire, le regard, le suivi et dans le collimateur du pouvoir. Il y a même les avocats n'ont pas échappé. Mira Mouknash, une universitaire brillante qui vit en Algérie, qui est enseignante à l'université,
Elle n'a jamais pratiqué de la violence. Elle n'a jamais insulté. Elle n'a exprimé que des opinions politiques. Eh bien, régulièrement, elle reçoit 4-5 convocations le même jour, la même heure, à Alger, à Oran, à Bijaya. Juste pour dire que aujourd'hui, il y a des arrestations massives et des conditions de détention catastrophiques. D'ailleurs, les avocats de Maître Ouali et sa famille ont dénoncé dans une déclaration rendue publique aujourd'hui ces pratiques. Eh bien, voici le résultat de Tebboune. D'un côté, on montre un visage de quelqu'un qui aime son peuple. Il se déplace en Algérie, il se déplace à Tizi Ouzou pour montrer que ce peuple qui n'a pas voté pour moi, eh bien, regardez comment il me reçoit. Bien sûr, il s'est imposé avec un arsenal militaire. Et de l'autre côté de la Kabylie, eh bien, Bijaya, l'élite de Bijaya, la classe politique de Bijaya est en train de subir l'insupportable. Merci beaucoup, Ali Djoudi. Je rappelle que vous êtes président de Riposte International. Vous étiez avec nous depuis Paris par téléphone. Merci à vous. Je donne la parole à Omar et Mokhtar. On va regarder juste ces images, Soundbite 5, si c'est possible, nos amis de la régie. Donc, des gendarmes pendant l'examen du bac. On regarde ces images. Je reviens juste après. احنا اليوم رانا جينا باه نقدموا لكم ارشادات وتشجيعات بمناسبه اجتيازكم لشهاده البكالوريا ان شاء الله 2024 2025. بون ان شاء الله نتمنى لكم كاع النجاح. في الاولى لازم الواحد يكون كما نقولوا معتمد على نفسه، يكون موجد روحه في جميع الميادين. العامل النفسي هو الاساس في نجاح شهاده البكالوريا، واحد ما يخافش. المهم ما تقلقوش ونرجعوا للتركيز، كي ما تركزش يروح لك السيجي، راك خايف تخاف تتقلق ما باليش يجيك الشوك تروح قرايه عام. تحسبا لاجراء امتحان شهاده البكالوريا دوره 2024 وضعت قياده المجموعه الاقليميه للدرك الوطني بتيارت مخططا امنيا استباقيا من اجل ضمان السيروره الحسنه، وذلك من خلال تواجد الميدان لوحدات المجموعه بمختلف تشكيلاتها، وهذا لضمان راحه ابنائنا طيله فتره الامتحان. Donc des gendarmes qui font la leçon aux lycéens qui vont passer leur bac. Omar et Mokhtar, qu'est-ce que cela veut dire pour notre pays, cette continuité de cette approche de la gestion de notre pays, alors que depuis 2019, on parle de cette Algérie nouvelle, que les mécanismes de gestion de l'État ont changé et que le citoyen est au cœur, si on peut dire, de cette gestion. Mais aussi, il faut rappeler qu'on est à quelques semaines, même pas 2 mois, donc de cette élection présidentielle. Rappelons que Louisa Hennoun, la chef de parti du Parti des Travailleurs, a retiré sa candidature. Comment vous voyez les choses évoluer, Omar et Mokhtar? Donc, Tebboune a installé le caserne El Jadida au lieu de Jazer El Jadida. Concernant Louisa Hennoun, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Elle a consommé son crédit, mais je la salue pour avoir retiré donc sa candidature. C'est une très bonne chose parce qu'on va vers une mascarade électorale. Ça ne sert à rien d'aller aux élections. Je la salue. Concernant ce décret présidentiel, c'est une accusation parfaite contre justement l'armée. Il est en train de dire c'est pour lutter contre la corruption. Alors que l'Algérie est l'un des pays les plus corrompus du monde et c'est géré par l'armée depuis l'été 62. Donc c'est l'armée qui est corrompue. Et puis les preuves, c'est que combien de généraux-majors qui sont habilités pour corruption et qui ont fui le pays. Donc là, en direction des cadres de la nation qui sont persécutés, c'est une humiliation vraiment. On insulte l'intelligence des Algériens et des cadres algériens. Un militaire, toute sa vie, il apprend à tuer, il n'apprend pas à gérer. Clémenceau disait, la guerre, c'est quelque chose de très important qu'il ne faut pas confier aux militaires. C'est les militaires qui la font, mais ça ne doit pas être les militaires qui décident de la faire. Ça doit être un civil. Dans les pays civilisés, vous allez trouver le ministre de la Défense, c'est toujours un civil. Mais
Rarement, il n'y a que les dictatures qui ont le ministre de la Défense militaire et ainsi de suite. Sinon, l'Algérie, c'est juste des façades. Hein. Donc, par contre, je demande à Tebboune, au moins, quand il nomme, ou à l'armée, quand il nomme un militaire, ils ne nomment pas comme le niveau de Chedli, de Zerouali, parce que c'est pour dire qu'il y a véritablement des militaires qui ont fait des études, c'est des cerveaux. À savoir s'ils auront la chance de gérer quoi que ce soit. Moi, ça ne me dérange pas, par principe, d'avoir une compétence qui est militaire ou civile. Le problème pour moi, c'est qu'il faut des compétences. Point à la ligne, qu'ils soient civils ou militaires. Ce n'est pas spécialement des militaires parce qu'il faut lutter contre la corruption. C'est pour dire, alors si vous mettez que des militaires parce qu'on lutte contre la corruption, c'est-à-dire les civils sont suspects. Donc la moitié du peuple est suspect. Nous ne sommes pas dans un pays normal. C'est triste. Par contre, je remercie Ahmed Joudi d'avoir parlé justement des gens persécutés en Kabylie comme Meram Kounache et puis l'avocat Sofiane Ouali, tout ça, ce n'est pas normal. Nous sommes en train de discuter justement, on doit s'organiser pour faire un rassemblement devant l'ambassade d'Algérie à Paris, que cesse ces arrestations arbitraires. Ce n'est pas normal ce qui se passe. Des gens au mandat de dépôt des années et puis les juger, les sortir pour rien. Ce n'est pas normal ce qui se passe en Kabylie. Ce sont des otages. Et vraiment, le film ou le cirque de cette visite de Tebboune à Tizi Ouzou, franchement, j'ai honte de ma Kabylie. Cette manière de maquiller les choses, et quand je vois le PAPOI de la FFS dire tout ce que je lui ai demandé, il l'a accepté. C'est vraiment triste. Alors pourquoi tu vas aux élections avec Aouchiche qui soutient Tebboune et puis c'est tout? Nous ne sommes pas dans un pays normal. Vraiment, on travaille contre la conscience des gens. Merci Nassar, et puis donc bonsoir. Restez avec nous, Omar Et Mokhtar. On va donner la parole à Hassan Hirish. Hassan Hirish, Omar Et Mokhtar est en train de dire on n'est pas dans un pays normal. Qu'est-ce que vous en pensez, Hassan Hirish, surtout pour l'avenir de notre pays? En 2019, donc, il y a eu des millions d'Algériens, comme vous l'avez rappelé, demander donc qu'il y ait une rupture avec le système de gouvernance. Et on est en train donc d'observer depuis 2019, c'est le contraire qui est en train de se passer. Certes que le régime a parlé de Hirak béni, le Hirak al-Mubarak, mais toutes les pratiques qu'on est en train de voir nous rappellent cette Algérie ancienne, nous rappellent qu'on est dans cette continuité de la même Algérie. Qu'est-ce que cela veut dire pour l'avenir de notre pays, surtout qu'on est à moins de 2 mois, je l'ai rappelé, de cette élection présidentielle? Hassan Hirish. Malheureusement, je ne suis pas principalement ou spécialement optimiste, parce que ce que j'observe, c'est qu'il y a une dégradation de la situation algérienne malgré un pactole financier extrêmement important, voire même un pactole exceptionnel. Donc ce que je constate, c'est qu'il y a toujours des jeunes Algériens qui essayent de fuir vers l'Europe, vers le Canada. Je constate qu'il y a une dégradation au niveau de la santé. Les hôpitaux algériens sont malheureusement des mouroirs. Je constate que l'éducation en Algérie, que l'école, le collège, le lycée, l'université, les grandes écoles, etc., que c'est totalement en déliquescence et qu'il y a une précipitation du niveau vers le bas, notamment avec l'arabisation. On a vu que ça n'a abouti absolument à rien, sinon tout simplement à la lourdeur administrative, à la non-performance des institutions, etc. D'ailleurs, on s'est gardé d'arabiser les secteurs stratégiques, justement, dont on parle aujourd'hui, à savoir la sidérurgie, les entreprises de sidérurgie, de Sonatrach, etc. Donc, qui fonctionnent toujours en français, avec des gestionnaires formés en français. Et donc, qu'il y a juste une espèce de façade au niveau des documents du ministère de l'Intérieur, de l'administration, etc., qui sont des documents arabisés, mais qu'en réalité, cette arabisation qui nous a coûté des milliards, je dis bien des milliards, je mesure mes mots, aussi bien en dinars qu'en dollars, et qui malheureusement a abouti à un blocage systématique de notre administration
et à une dégradation de sa compétitivité et de sa performance. Donc, il y a tout un ensemble, en fait, systémique qui, malheureusement, ne fonctionne pas. J'aurais voulu que ça marche, mais ça ne marche pas. Il faut aussi en tirer les conséquences, les conclusions et redresser la barre. Et malheureusement, on n'est pas en train de redresser la barre. L'expérience des officiers dans les secteurs civils, dans les entreprises civiles, nous l'avons déjà vécu. Boumediene avait placé des officiers dans les entreprises civiles. Il y avait aussi une très grande entreprise qui s'appelle la DNC. On a vu qu'est-ce que ça a donné. Ça a été un échec absolument total. Moi, je ne crois pas que ce soit la demande de véritables officiers de l'armée algérienne. Je pense que c'est une demande uniquement d'une poignée d'officiers politiques qui demandent l'ingérence de l'armée dans les affaires civiles. Donc ça aussi, malheureusement, nous n'avons pas de véritables informations. Il n'y a pas eu de débat au sein de l'armée, du moins à notre connaissance, qui puisse aboutir vers ce genre de conclusion, à savoir affecter des officiers dans le secteur civil, alors que aujourd'hui, justement, dans les menaces que répète à chaque fois le président Tebboune, les menaces extérieures, l'armée a besoin non seulement de tous ces cadres, non seulement a besoin de former ces cadres-là, une formation permanente, mais elle a aussi besoin d'un apport civil, des cadres civils, ce n'est pas l'inverse. Donc, nous sommes dans une situation complètement ubuesque, voire kafkaïenne, et qui ne répond pas aux besoins. Moi, personnellement, depuis 1995, j'avais écrit un article dans le journal La Nation où je préconisais un changement de système, à savoir aboutir à un régime parlementaire avec un président militaire. Un président militaire qui n'aurait pas de prérogatives politiques, mais qui serait le garant des institutions. C'est-à-dire un petit peu comme en Italie, par exemple, où le président n'a pas de pouvoir politique, mais il est garant des institutions. Et on a bien vu que malgré justement tous les soubresauts qu'on a connus au sein de l'Italie, toutes les bagarres politiciennes au sein de l'Italie, c'est un pays qui est resté debout et c'est un pays qui fonctionne. Très bien. Et c'est pareil d'ailleurs dans les monarchies européennes. Je ne parle pas évidemment de la monarchie marocaine ou des monarchies du Golfe où le roi a tous les pouvoirs, mais les monarchies parlementaires fonctionnent. Et on pourrait avoir, à la place d'un souverain, d'un roi, on pourrait avoir un militaire, de préférence un militaire en retraite, et avoir un premier ministre qui ait tous les pouvoirs et qui serait issu d'un parti qui aurait gagné des élections législatives. Ça, de mon point de vue, ça pourrait être effectivement une participation de l'armée pour stabiliser le domaine politique de l'Algérie. Mais on n'en est pas du tout là, on en est même très loin. On est dans la façade, comme disait Omar El Mokhtar, dans la façade, on est dans un système présidentiel, mais dans la réalité, même le président, qui a toutes les prérogatives sur le papier, n'a pas toutes les prérogatives dans la réalité concrète. Restez avec nous. Ce que je dis à notre ami Gessoum, quand on a eu un échange par rapport à sa position, oui, il avance ça effectivement, qu'il est pour Doula Askaria sur votre chaîne, sur Al-Maghribia, mais encore une fois, je lui dis qu'il a un parti politique qui appelle les Algériens à se rassembler, et d'ailleurs maintenant je comprends pourquoi il n'a pas réagi par rapport à l'assassinat d'Amar Slimani par un policier qui n'était même pas en service. Il n'a pas réagi par rapport à ce meurtre, alors qu'il réagit pour soutenir un système militaire. Donc, moi, ce que je dis à notre ami Gessoum, c'est de changer d'appellation pour son parti et de l'appeler Rassemblement des Algériens pour un pouvoir militaire en Algérie. Il faut être franc vis-à-vis des... Très bien. Merci Hassan Hirish. Jamal Gessoum, je vous laisse la parole si vous voulez répondre, bien sûr.
Mais la question qui se pose, Jamal Ghassoum, c'est qu'on est dans une situation où rien ne fonctionne. On a entendu donc l'exposé de Hassan Hirish, son analyse. Rien ne fonctionne et qu'il faut en tirer les conséquences, qu'il faut changer. On ne peut pas continuer. L'Algérie, comme pays, est en train de s'exposer avec cette gestion. On a mis fin aux partis politiques, à l'activité politique, à l'activité même de la société civile. On a mis fin au combat des syndicalistes, au syndicalisme. Est-ce que vous pensez qu'on est en train de s'enfoncer et qu'on est en train d'exposer notre pays par cette gestion? Jamal Ghassoum. Très bien, alors je réponds très rapidement à M. Hirish qui dit que je n'ai pas réagi. Alors ça voudra dire qu'il me suit expressément. Mais dans ces cas-là, s'il me suit expressément, il ne m'a pas suivi au meilleur des moments, car j'ai réagi et je travaille dans le 93. Bobigny, c'est à côté. Et donc je connais toutes les institutions du 93, donc vous ne pouvez pas dire, Monsieur Hirish, à moins que vous soyez très intéressé par mes actions, que je n'ai pas réagi. Ceci étant dit, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, la proposition de M. Hirish, président militaire, etc., me semble tout à fait intéressante, pourquoi pas. Sur la question, et c'est ce que je voulais dire tout à l'heure lors de mon introduction, c'est que moi, pour connaître bien la démocratie, hein, surtout aux États-Unis, en Angleterre, puisque j'y vais très régulièrement, et en France, parce que j'y suis né il y a 57 ans, c'est que la démocratie, quelque part, il faut la connaître. Et comme on dit en arabe, pour être très clair sur le sujet, l'émission a bien commencé sur un sujet qui a été décliné, la militarisation de l'État algérien par décret présidentiel, pour arriver pratiquement à la fin sur ce que l'on appelle en arabe Jihawiya, et en l'occurrence Tizi Ouzou, la Kabylie, qui est une région forte de l'Algérie, mais j'ai l'impression qu'on est tombé sur Jihawiya, et moi qui suis originaire de Ouadsouf, et donc fait Sahara, très peu de gens savent quelle misère vivent les gens du Sahara. Donc il y a des misères et des problèmes partout en Algérie, etc., etc. Ça n'apporte aucun intérêt au débat politique. Pourquoi est-ce que je dis état militaire, pardon, et non civil? C'est parce que... Jamal Ghassoum, personne n'a parlé de régionalisme, je ne pense pas. Et même Ali Djoudi, quand il s'est exprimé, il a mentionné donc l'avocat qui était arrêté, il était de Béjaïa, l'universitaire, donc la prof d'université qui était de Béjaïa aussi. Mais je sais qu'Ali Djoudi se bat pour les droits de l'homme de tous les Algériens, pas d'une région. Il faut que ça soit très clair. Je ne pense pas qu'on est dans cette logique. Jamal Ghassoum, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu. Et l'émotion n'est pas forcément quelque chose d'objectif et de vérifiable. Moi, l'émotion que j'ai par rapport à cela, c'est que j'entends deux personnes, et je ne veux pas, mais je dis simplement que on entend tellement de choses sur l'Algérie, les arrestations arbitraires, il y en a partout en Algérie. Alors peut-être qu'on les voit, je ne sais pas, peut-être qu'on les voit plus en lumière sur un endroit donné que les autres, mais il n'y a pas de démocratie sur toutes les régions d'Algérie, sauf à Tizi Ouzou, à Béjaïa. Et moi, je rends hommage aux gens de Tizi Ouzou et à Béjaïa, parce que la plupart de nos grands révolutionnaires viennent de là, donc ce qu'on appelle Rijal al-Ahrar. Mais il ne faut pas tomber sur ce qu'avaient tenté de faire certains généraux qui sont aujourd'hui en prison, à permettre à diviser l'Algérie, d'être de ce que l'on appelle le régionalisme al-Jihawiya. Je pense que cela n'aide personne. Donc, moi, c'est mon opinion, parce que je sais pertinemment que si vous donnez, et ça a été le cas pour Jamel Ben Smaïl, rahimahullah, ils ont laissé la démocratie 15 minutes seulement. Ils ont brûlé un homme parce que les gens, certains Algériens, pas tous, étaient à côté de lui et ils l'ont brûlé vivant. Ça a été ça, l'instant de 15 minutes de démocratie. Nous ne sommes pas pour l'instant prêts à la démocratie comme tout le monde peut l'entendre. Très bien, merci Jamal Ghassoum. C'est l'armée. Même sur le cas de Jamal Ben Smaïl, Rabbi Rahmou, il y a beaucoup de questions qui restent posées et qui ne sont pas donc qui restent sans réponse. Ma'lish, c'est un autre dossier. 30 secondes, Hassan Hirish. Je dois donc terminer cette émission très rapidement. 30 secondes.
suis atterré que Jamel Gessoum, qui a entendu Ali Edjoudi dénoncer les arrestations à Abdjaya, de l'interpréter comme étant un geste régionaliste. Ça veut dire tout simplement que Jamel Gessoum a déjà des clichés préétablis, des idées préétablies sur la Kabylie. Et je vais vous dire le fait même que Jamel Gessoum montre justement que c'est un vrai régionaliste, c'est qu'il vient opposer immédiatement en disant « moi je suis de Ouedsouf ». Monsieur Jamel Gessoum, c'est le fait d'avoir révélé ça, de dire d'où vous êtes, c'est pour montrer justement que vous êtes vous-même régionaliste. Ali Edjoudi a défendu les Oranais, a défendu les Constantinois, a défendu les gens de votre région. Et on ne vous a jamais entendu justement défendre les prisonniers de votre région. Ali Edjoudi, nous l'avons entendu. Et donc, je pense que ça mérite réflexion. J'espère que nous aurons un autre moment pour discuter de cela ensemble, en toute sérénité. Je ne suis pas du tout en train de vous accuser. Je suis en train de vous dire qu'il y a un minimum de lucidité. Et je pense que vous en êtes capable. Et ce n'est pas en prenant un régime militaire que vous pouvez accéder à des postes d'autorité. La flagornerie ne marche pas avec les officiers de l'armée. Ce qui les intéresse, c'est de voir qu'il y a justement une observation objective pour la place de l'armée en Algérie. Merci beaucoup Hassan Hirish. Désolé, on est arrivé à la fin de cette émission. Hassan Hirish, analyste politique, économiste. Donc vous étiez avec nous depuis Barcelone. Merci. Merci à Jamel Gessoum, président du Parti du Rassemblement des Algériens. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à Omar Et Mokhtar, militant politique. Et merci aussi à Ali Edjoudi, président de Riposte International. Ya'tikum saha, bqaw ala khair.